Bonjour et bienvenue à cette édition très spéciale de Bonjour l'Égypte. Aujourd'hui, nous allons passer en direct à n'importe quel moment pour vous présenter une retransmission en direct de l'allocution que doit prononcer le chef de l'État pour inaugurer la conférence baptisée La vision de l'Égypte 2030, la vision de l'Égypte 2030. Donc le titre nous effraie un petit peu parce que 2030 c'est dans 14 ans, donc c'est très bien, mais Dieu seul sait où serions-nous dans 14 ans. Je tiens à dire bonjour à Monadel et bonjour. Bonjour Maha. Alors oui, chers téléspectateurs, puisque ça sera notre sujet principal aujourd'hui, nous allons parler de cette vision de l'Égypte pour le développement 2030. Ça veut dire également développement durable et à long terme. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui au studio Monsieur le Général Ibrahim Choukri. Vous êtes expert de sécurité et analyste politique. Bienvenue à notre programme. Bonjour. Alors là, 2030, comme on vient de le dire, c'est très bien d'avoir des objectifs de long terme, mais quand même, nous voudrions savoir comment, pour avoir ce plan de développement 2030, ça peut influencer quand même notre avenir proche, 2016-2017. Bonjour. Avant de démarrer, j'espère vous dire que c'est la façon avec laquelle le président garde ses promesses envers le peuple. C'est-à-dire, comme présidentiel, il a présenté un projet. Et là, la chose la plus intéressante, c'est d'avoir un projet au niveau de 2030, c'est-à-dire l'avenir de l'Égypte. Ce projet, il se compose, comme nous allons voir au discours du président, se compose de plusieurs étapes concernant l'économie, concernant aussi le travail des jeunes, les chances qu'il peut y avoir concernant le chômage, aussi quels sont les projets qui peuvent être démarrés au niveau du territoire égyptien, soit au nord, soit au sud, soit à l'est ou l'est, y compris bien sûr le nouveau canal de Suez et le nouveau canal qui se trouve dans la région de Port Saïd, là où le Premier ministre est là-bas pour inaugurer aussi au même temps. C'est-à-dire nous avons deux grands événements au même temps et au même jour ce matin. C'est quelque chose d'intéressant pour le peuple égyptien. Et troisièmement aussi, les étapes desquelles se compose ce projet-là, c'est-à-dire comment on prépare et on a une planification de notre avenir concernant aussi l'éducation, concernant aussi la situation hygiène et la santé pour le peuple égyptien. Aussi les nouvelles constructions qui peuvent être répandues au niveau du territoire égyptien, suivant laquelle nous pouvons voir un grand nombre de locations, d'habitats, d'immeubles qui vont être construits pour le bien. Le plus important aussi, c'est la construction de l'être humain, c'est-à-dire comment construire la personnalité égyptienne, la nouvelle personnalité égyptienne qui aime la paix, qui aime aussi le travail, qui aime faire le progrès et changer la vie des Égyptiens au meilleur. Oui. Ce que nous voyons là, en ce moment, vous l'avez sur l'écran, ceci représente la première conférence regroupant les chefs de parlement arabes et la conférence est baptisée relancement ou la relance pardon des travaux de la première conférence des chefs de parlement arabes. Donc aujourd'hui il y a beaucoup d'événements. Pour revenir à notre invité le général Ibrahim Choukri, c'est une grande conférence et puis celle concernant l'avenir de l'Égypte 2030 et justement c'est ce dont on se plaignait, que peut-être il n'y avait pas de vision à long terme, de manière à élaborer des projets à long terme. Donc, quel est l'intérêt d'une telle vision à long terme pour le moment, alors que nous savons aussi que nous avons des problèmes graves à court terme? Bon, je veux vous dire d'abord, je veux souligner qu'il y a beaucoup de membres du peuple égyptien, beaucoup de catégories qui ont demandé de voir quel est le plan de l'Égypte durant cette phase-là là nous passons. Et s'ils ont demandé ça, ils étaient précipités et on ne peut pas déterminer quelque chose sans bien planifier et étudier. Ça vous prouve aussi que la présidence de la République a bien étudié et planifié pour présenter ce plan qui va être inauguré ce matin devant tout le peuple. Donc, le président aussi a tenu sa promesse de ne pas donner des promesses sans avoir quelque chose dans la main. C'est ce qu'il a dit plusieurs fois. Il a dit, non, avant de donner des promesses ou donner des paroles comme ça dans l'air, il faut faire quelque chose. Et nous avons vu qu'il a déjà commencé à faire des projets, des grands projets, des projets énormes dans le cadre de la vie des Égyptiens,
comme le projet du canal de Suez, le projet de l'habitation, le projet aussi des millions FEDAN qui vont être au sud de l'Égypte, 1,5 million. Donc ça veut dire aussi qu'il a présenté quelques points positifs au peuple, mais en global, c'est ce qu'il va présenter aujourd'hui, ce matin. Donc le plus intéressant de mon point de vue, c'est quelqu'un qui présente des idées que vous êtes capable d'appliquer ou de pratiquer. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement des paroles dans l'air. C'est le plus important. Deuxièmement, ce sont des choses qui ont pris leur temps d'être étudiées bien et bien planifiées. Donc ça veut dire aussi que c'est un plan qui peut être convenable à la vie des Égyptiens et que les Égyptiens peuvent s'adapter à faire ce plan-là, c'est-à-dire s'améliorer dans la vie quotidienne, dans tous les domaines de la vie, comme je viens de vous expliquer, concernant la santé, l'hygiène, concernant l'éducation, etc. d'autres. Et troisième chose qui m'intéresse aussi dans ce projet d'aujourd'hui, que c'est un plan aussi, c'est-à-dire c'est une présentation du président et aussi de son gouvernement auprès du nouveau Parlement qui se trouve maintenant dans la vie quotidienne en Égypte. Donc aussi les députés et les représentants du peuple égyptien ont demandé plusieurs fois quel sera le projet que présente notre président ou le Premier ministre auprès des députés. Et voilà, on vous donne en détail les points et les titres les plus essentiels et fondamentaux afin de changer la vie des Égyptiens. En tenant en considération les changements mondiaux qui se trouvent tout autour de nous, les changements diplomatiques qui se trouvent aussi, les guerres, les problèmes qui se trouvent dans les pays qui nous entourent, au Moyen-Orient, soit ou internationalement, surtout la vision économique et aussi financière que vous voyez autour de nous. Oui. Alors, également, le président Al-Sisi tient toujours à adresser ses paroles à la jeune génération. Et le plan de l'avenir de l'Égypte pour l'année 2030, bien sûr, implique cette jeune génération. Selon vous, pourquoi on s'intéresse beaucoup actuellement à cette jeune génération et comment peut-on la transformer d'une génération qui est vraiment déprime maintenant à une génération motivée qui peut contribuer au développement durable de l'Égypte? C'est très important. Voilà les statistiques maintenant qui se trouvent au niveau de notre pays prouvent que nous avons plus que 50 ou 60% de la population, ce sont des jeunes. Donc l'avenir qui va être dans 10 ou 20 années sera pour eux. Si on parle par exemple de quelqu'un qui a 25 ans maintenant, donc il aura dans 10 ou 15 ans 30 ou 40 ans. Donc c'est quelqu'un qui va prendre le commandement de son pays, le commandement de l'avenir de son peuple. Donc, alors on espère bien voir des jeunes figures en poste en Égypte parce que oui, il y a un changement, mais quand même les jeunes ne sont pas très bien représentés au sein de l'exécutif. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois qu'il y aura une présentation des jeunes, mais ce sont des étapes, ça prend un peu de temps, parce que tu ne peux pas complètement changer le système de travail dans tous les domaines de la vie, surtout la jeunesse, bien sûr, il y a un grand taux d'enthousiasme, mais aussi il y a ce que nous appelons l'expérience. Donc tu as besoin de faire une sorte de mix entre les plus âgés, c'est-à-dire les grands, et les jeunes. Comme ça, ils peuvent faire transférer leur expérience au niveau de la jeunesse, et les jeunes peuvent comme ça augmenter le niveau de prospérité de leur pays. Donc on a besoin de l'enthousiasme des jeunes, mais on a besoin aussi de l'expérience des plus grands, des plus âgés. On aimerait jeter un petit peu la lumière pour évaluer les projets de l'axe du canal de Suez. Où en sommes-nous quant à ces projets grandioses? Donc concernant ce projet, vous voulez que le projet qui va être inauguré ce matin au Port Saïd. D'abord, c'est quelque chose qui donne une grande valeur au niveau du canal de Suez sur le niveau maritime mondial. Parce qu'on profite le temps, au lieu de garer les grands navires, les grands bateaux qui portent les marchandises ou bien sûr les autres êtres humains qui peuvent traverser le canal de Suez. Ils doivent attendre 5 ou 10 heures avant de traverser le canal de Suez en attendant ce qui vient du nord et ce qui vient du sud. Maintenant, on a fait un trajet à l'intérieur du territoire du gouvernorat de Port Saïd de l'Est, qui peut simplifier le trajet des bateaux et des navires, premièrement pour profiter de leur temps. Et si on profite du temps, c'est-à-dire ils font une consommation des
décharge et consommation de la monnaie qu'ils doivent dépenser. Et aussi, quand ils vont faire une sorte d'équivalence ou équilibre entre ce trajet par ce chemin ou autre chemin ailleurs du monde, ils vont choisir le canal de Suez, ce qui fait augmenter la valeur quotidienne de ce canal. C'est-à-dire pas seulement le nouveau canal de Suez, l'ancien projet qu'on a déjà inauguré il y a une année, mais ce deuxième projet aussi valorise de nouveau le canal de Suez, ce qui fait aussi qu'il y a une nécessité d'utiliser le canal de Suez pour toujours. C'est-à-dire, c'est très difficile de changer la vie des grandes agences internationales, c'est très difficile de leur changer leur avis et de ne pas utiliser le canal de Suez ou changer de direction. Parce qu'ils ont trouvé qu'il y a des valeurs plus en plus meilleures. Ensuite, on n'oublie pas la zone économique internationale du canal de Suez qui est déjà pratiquée au niveau de la région du canal de Suez. Cette zone-là, ça va aussi augmenter de plus en plus la valeur du canal de Suez, puisqu'on profite des usines qui vont être là-bas, des zones de stockage, des zones aussi des industriels, etc. ou d'autres. C'est un grand projet qui a été diffusé déjà pour tout le peuple égyptien. Donc cette grande zone-là, c'est très intéressant pour aussi l'économie du peuple égyptien. Tous ensemble, c'est le total qui va augmenter la valeur du canal de Suez, soit pour le système maritime international, soit aussi pour les Égyptiens eux-mêmes. C'est un profit au niveau du revenu national de notre pays. Oui. Alors, Monsieur le Général, puisque vous êtes expert également de sécurité, je voudrais savoir comment l'Égypte peut-elle garantir ce développement durable, étant donné que le contexte sécuritaire dans la région n'est pas très stable actuellement. Par exemple, les pays qui nous entourent connaissent un chaos total. Heureusement que l'Égypte reste stable. Alors comment peut-on garder la stabilité et ne pas être menacé par ce chaos qui nous entoure et que cela ne soit pas un aspect négatif qui peut vraiment effrayer les investisseurs ou ralentir le développement? Là, c'est ce que vous posez comme question à deux niveaux parallèles en même temps. C'est-à-dire, on parle du point de vue de la sécurité de l'Égypte externe, c'est-à-dire comment protéger nos frontières, comment avoir une grande force armée qui est bien tenue, stable, et ce que le pays fait maintenant, et ce que nous voyons bien sûr. Donc c'est un travail très dur, très sérieux, effectué par les forces armées égyptiennes, par l'armée égyptienne, au niveau de toutes les frontières, et aussi à l'intérieur, et aussi du point de vue de formation, et au point de vue de renouvellement des matériels que l'armée égyptienne utilise, et aussi les armes, et aussi les avions, etc. Nous avons vu tout ça, et on a bien parlé de tous ces points positifs au niveau de l'armée égyptienne. Ça, c'est un premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est le niveau interne, ça veut dire la sécurité interne, ce que vous parlez de la police, ou bien des renseignements généraux, ou bien des investigations, ou bien de la simplification, comment simplifier la simplification des démarches que prennent les individus auprès du ministère de l'Intérieur, et ce que maintenant le ministère de l'Intérieur est en train de faire, et ils ont planifié de présenter un projet concernant l'autorité égyptienne au niveau de la sécurité, c'est-à-dire un changement aussi de loi, un changement aussi de système de travail, afin d'améliorer la situation interne. La situation interne, c'est plusieurs points et plusieurs détails. Premièrement aussi, on peut parler de la situation interne concernant le cadre de la police eux-mêmes. Donc ils doivent être bien formés de nouveau, ils doivent avoir aussi des stages de formation, ils doivent avoir aussi des instructions et des éducations concernant les droits de l'homme, concernant la protection des citoyens, concernant aussi l'amélioration, c'est-à-dire améliorer les relations entre le peuple et les organes de la police, les divers organes de la police, soit les policiers, les officiers, les subordonnés, les personnels, etc., les sous-officiers, etc. Donc ça, c'est pour le niveau de l'encadrement du ministère de l'Intérieur ou de la police égyptienne. Mais aussi, on peut prendre en considération une troisième phase qui est très intéressante, qui travaille sur les deux niveaux. Je parle de la diplomatie égyptienne, c'est-à-dire, nous, comme Égyptiens, nous avons bien planifié, et vous voyez le fruit maintenant
de la diplomatie égyptienne, du ministère des Affaires étrangères, de les relations entre l'Égypte et le monde qui nous entoure. Bien sûr, les forces internationales. Notre président, vous avez vu qu'il a fait beaucoup d'entretiens et il a reçu beaucoup de délégations venant des grandes puissances du monde, soit les Américains, soit les Russes, soit les Chinois, les Français, les autres, même les Allemands. C'est-à-dire, je parle des 5 membres du Conseil de sécurité ou autres, les puissances qui sont très intéressantes du monde pour présenter la nouvelle vue de l'Égypte moderne. Ça aussi peut servir la situation sécuritaire des deux faces que je viens d'en parler, soit de forces armées ou aussi de la police. Mais aussi le ministère de l'Intérieur a fait beaucoup d'autres relations avec les Africains. Vous venez de voir il y a pas mal quelques jours la réunion et le forum qui était à Sharm el-Sheikh. Donc pour revenir de nouveau en Afrique ou pour que l'Afrique revienne de nouveau en Égypte, ça aussi c'est une phase sécuritaire qui nous intéresse parce que ce sont eux qui vont nous aider et que ce sont nous qui vont leur aider. C'est le même continent, ce sont des frères. Aussi, si vous prenez en considération au niveau du ministère des Affaires étrangères, on va parler du monde arabe aussi, et la coalisation entre le monde arabe, la coordination entre les divers chefs du monde arabe et la façon avec laquelle l'Égypte fait une sorte d'analyse de situation au niveau de tous les pays arabes et toutes les factions qui se trouvent à l'intérieur de chaque pays arabe. Donc, toutes les démarches au niveau diplomatique peuvent servir la vie quotidienne des Égyptiens, la sécurité, si je parle de sécurité économique aussi, c'est-à-dire les Égyptiens qui sont à l'extérieur, qui font le travail, qui gagnent bien, qui font un revenu national des devises étrangères à notre pays. C'est très intéressant de garder des bonnes relations avec les pays dont ils travaillent là-bas. Donc c'est très intéressant d'avoir une stabilité dans le domaine de travail des Égyptiens qui sont à l'étranger et aussi à l'intérieur. Donc c'est un travail complet, c'est un plan complet et un plan total de protection sécuritaire de tous les vises que vous pouvez regarder, soit au niveau diplomatique, soit au niveau de l'armée nationale, soit au niveau du ministère de l'Intérieur. Nous avons rêvé en tant qu'Égyptiens, Africains et Arabes de marchés communs avec les pays arabes, de marchés communs avec les pays africains et de zones franches reliant et assurant le trafic inter-arabe. Dans quelle mesure pensez-vous que c'est réalisable? Bon, vous me rappelez avec cette question-là d'une petite histoire. Moi, lorsque j'ai commencé mon carrière à l'étranger, que j'étais conseiller technique du chef d'état-major d'un pays africain, et un de mes amis, mes collègues, m'a donné un livre comme cadeau à lire ce livre qui va me profiter. C'était un livre du docteur Gamal Hamdan qui parle de l'Égypte et ses 4 côtés. Et ce livre, je le garde jusqu'à aujourd'hui. C'est très intéressant pour moi parce que j'ai appris beaucoup de choses. Nous, comme Égyptiens, nous avons 4 directions, 4 côtés. C'est historique. C'est la présence géographique de notre pays. Le nord, nous sommes bien sûr en relation directe avec les Européens à travers la mer Méditerranée. Donc il y aura toujours une relation avec le nord. Le sud, notre sud, c'est-à-dire l'Afrique, le Soudan, bien sûr, et d'autres, l'Éthiopie, le Nil, les pays du bassin du Nil, tous les Africains. Donc, nous sommes toujours en relation, nous devons être en bonne relation avec le Sud. L'Est, c'est-à-dire la région de Palestine ou de la Syrie, ou l'Est du monde arabe, si nos frères qui se trouvent dans l'île arabe, ou bien sûr dans la région du Golfe, tout ça c'est notre l'Est. L'Ouest, n'oubliez pas que l'Égypte était historiquement en relation jusqu'au Maroc, jusqu'à la Tunisie, la Libye, c'est très intéressant pour nous. Donc quand j'ai lu ce livre-là, je ne l'ai pas oublié jusqu'à maintenant, c'est très intéressant. Je ne fais pas une annonce, c'est un écrivain très connu, bien sûr, c'est un livre très connu. Mais tout simplement, je voudrais vous dire que nous devrions faire relation avec les 4 côtés de notre pays. Si on laisse tomber une de ces côtés, donc le véhicule ou la voiture qui porte notre pays va déclencher. C'est-à-dire, on peut dire simplement que lorsqu'on a laissé le Sud, c'est-à-dire les Africains, on a perdu grand-chose. Hein. Donc, heureusement qu'on revient de nouveau au niveau du Sud. Quand on fait des relations qui ne sont pas de bonnes relations avec les Européens, on perd beaucoup de choses parce qu'on a besoin aussi d'être en relation, pas seulement pour le tourisme, mais pour l'industrie, pour l'économie internationale, etc. Quand on oublie notre Est, c'est-à-dire on est menacé d'être attaqué des autres.
Donc il faut bien garder notre Est, c'est ce que fait maintenant l'armée nationale et ce que fait maintenant l'économie égyptienne au niveau de l'Est du canal de Suez. Si on ne fait pas attention de tout ce qui se déroule à l'Ouest, je vous dis franchement, voyez et regardez bien ce qui se déroule sur le territoire libyen. Donc nous avons une grande intéressance concernant, on s'intéresse beaucoup de l'Ouest, pas seulement la Libye. N'oublie pas que le président de la République a reçu une invitation du roi marocain il y a une semaine pour visiter le Maroc. Ça veut dire aussi que la coopération avec l'ouest du monde arabe, ou l'ouest, c'est-à-dire le nord d'Afrique, c'est très intéressant. Donc je vous dis franchement, nous et les quatre côtés, c'est très important, c'est notre destin, c'est notre pays est devenu comme ça géographiquement, c'est le bon Dieu qui a fait ça, donc il faut s'intéresser de ça. Alors, vous avez mentionné la situation actuelle en Libye. C'est une situation chaotique et on a entendu parler que plusieurs éléments et membres de Daesh s'installent actuellement en Libye. Ils fuient l'Irak et la Syrie et s'installent en Libye. Alors ça, ce sont des menaces directes contre l'Égypte. Comment l'Égypte est-elle prête actuellement afin vraiment de contrôler les frontières et de ne pas être affectée par ces menaces terroristes de la Libye? Parce que de toute façon, comme on a mentionné, des menaces pareilles peuvent également entraver notre chemin vers le développement. Donc, si on parle de ce point exactement, on va dire d'abord que le projet au niveau de la Libye, c'est-à-dire le projet égyptien, le travail égyptien au niveau de la Libye, c'est sur plusieurs étapes. D'abord, si on parle d'une armée, Daesh, ce n'est pas une armée, ce sont des terroristes. Ce sont comme chez nous, si on fait des attaques contre les vagabonds, le banditisme, etc. Mais la différence, c'est qu'ils ont des armes lourdes et sophistiquées et des armes modernes. Donc, on ne parle pas d'une armée que vous allez faire des plans stratégiques, militaires contre eux. Donc, c'est un travail que vous devez faire un plan d'autre façon. C'est-à-dire, la coopération au niveau des affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères, vous avez vu qu'il y a eu plusieurs réunions en Europe ou en Amérique ou autre, concernant la situation libyenne, pour présenter à nos amis, les Européens, que c'est dangereux de laisser la Libye comme ça. Donc il faut leur convaincre, parce que le danger peut être contre eux-mêmes, pas seulement contre nous. Deuxièmement, au niveau de la préparation égyptienne, l'armée, bien sûr, ils sont préparés, ils sont déjà en alerte pour regarder et comment lutter contre n'importe quelle attaque probable. Et aussi la police égyptienne, elle garde bien les endroits qui sont bien protégés, les endroits qui sont les locaux, et surtout les locaux nationaux qui sont intéressants pour nous. Donc ça, concernant les attaques, puisqu'on ne parle pas d'une armée bien formée. Mais troisièmement aussi, il faut pousser l'opération politique qui se déroule maintenant sur le territoire libyen, d'avoir un gouvernement qui peut commander, de redemander de nouveau des pouvoirs internationaux, de laisser la chance d'avoir des armes légales auprès des autorités libyennes, auprès du Parlement libyen, auprès du nouveau gouvernement libyen. Donc l'appui que donne l'Égypte à ces gens-là et l'appui que donne l'Égypte à ces responsables-là, c'est très intéressant pour avoir une pousse très intéressante concernant ce sujet. Alors je crois que nous aurions dans quelques secondes